Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va commencer cette masterclass. Hop, j'espère que vous voyez bien. De toute façon, je suis accompagné de Kelly qui à tout moment me dira s'il y a un souci. Je pense que et qu'on va pouvoir démarrer tranquillement. Alors, je m'appelle pas Philippe Amagou, je suis très content d'être avec vous dans ce format-là. Je suis très content de mon partenariat avec J-Réseau qui me permet aujourd'hui de pouvoir vous donner cette masterclass autour moi d'une thématique qui m'est chère, qui est le management d'équipe. Donc on a un format qui va être le suivant aujourd'hui. On va avoir 1 heure ensemble, 45 minutes où c'est moi qui prendrai la parole et qui vous partagerai un petit peu l'expertise et vous donnerai un petit peu ma vision du management d'équipe sur différentes thématiques qu'on aura sélectionnées parce que nous avons construit une offre avec G-Réseau qui est très très large. Donc je vous donnerai quelques exemples concrets et vous expliquerai un petit peu la jeunesse de notre ambition de ce projet qui est en lien avec le sport, dans notre partenariat avec le MSB et le G-Réseau. Et ensuite, on ira point par point, par différentes présentations d'outils et enfin, on gardera 15 minutes. 15 minutes où on pourra, voilà, j'y tiens vraiment, savoir ces 15 minutes à la fin pour pouvoir échanger avec vous, pour pouvoir répondre à vos questions et vos interrogations tout au fil de l'eau. Alors, c'est un format qui est un peu descendant pendant 45 minutes où c'est moi qui ai la parole, ensuite 15 minutes où on échange, mais néanmoins, ça nous permettra de peut-être être plus efficace parce qu'une heure, ça passe très très vite, notamment autour d'une thématique qui est aussi large que le management d'équipe. Alors je vous disais, moi je suis, en partenariat avec G-Réseau depuis un peu plus d'1 an et le MSB. G-Réseau, voilà, c'est plus de 40 ans d'activité, autour de 3 principaux métiers, qui sont le conseil, l'édition et la formation, dans cette dimension-là dans laquelle moi j'interviens, avec plus de 14 villes, au travers la France où ils sont présents à vos côtés pour vous servir. Alors votre animateur du jour, en toute humilité et humblement, c'est moi, Pape Philippe Amagou. Donc rapidement, qui je suis? Aujourd'hui, moi, je suis coach mental. Coach mental, certifié et j'accompagne, des athlètes, donc que ce soit des joueurs de foot, de basket ou d'athlétisme sur différentes thématiques de préparation mentale, mais j'accompagne aussi en entreprise parce que j'ai passé le double diplôme, donc j'accompagne aussi des entrepreneurs, des managers ambitieux dans tout ce qui est, préparation mentale et en entreprise. À côté de ça, j'ai un volet où je suis manager consultant en stratégie, en transformation dans les différents systèmes financiers. Donc mon client sont essentiellement des assurances ou des grands, établissements bancaires internationaux où je fais de la gestion de projets, sur des projets de stratégie, de transformation. Avant ça et vous allez comprendre, le lien avec le contenu de cette formation-là, j'ai été basketteur professionnel pendant plus de 16 ans. J'ai eu la chance pendant ma carrière, voilà, d'être, 4 fois champion de France, d'être 5 fois All-Star, de gagner 2 coupes de France et d'être international français, de participer à des championnats du monde et puis aussi d'avoir des décorations, notamment, celle de l'Ordre du Mérite sportif. Aujourd'hui, je suis aussi également ambassadeur des JO, et aussi, consultant. Voilà, je serai consultant, pour, France Télévisions, sur la bien entendu la discipline du basket, pendant tous ces jeux olympiques à Paris et d'ailleurs j'espère que ce sera une magnifique fête. Alors tout ça pour, vous dire, comment est né un petit peu ce partenariat-là avec, le MSB qui est le club vous voyez à l'image, où j'ai gagné mon dernier titre de champion de France, où j'ai pu être champion avec eux et G-Réseau. C'est que voilà, moi après ma carrière, j'ai eu cette, double casquette où je fais aussi des formations, où je fais aussi du coaching et quand on a rencontré J-Réseau, on a vraiment eu, l'ambition de créer des modules qui seraient basés, des modules qui seraient basés sur de la formation, sur du management, mais en mettant un contenu complètement différenciant. L'objectif, c'était surtout pas qu'on ait une énième formation, sur le management qui ressemble aux autres. On voulait vraiment un truc différencié, qui se passe non simplement dans un cadre complètement différent, avec un contenu complètement différent et à la fin des outils qui pourraient permettre justement à nos personnes que nous coachons, de pouvoir les utiliser immédiatement. Alors avant de vous présenter les 3 modules que nous avons créés, quand je parle de formation différenciante, il faut savoir que ça se passe dans un cadre exceptionnel, parce qu'en réalité on fait ces formations-là sur une journée entière dédiée à chaque module, qui sont au nombre de 3 comme vous pouvez le lire là, les managers tactiques, gagnants et champions. Donc ça se passe dans des locaux du MSB, qui est le club professionnel Le Mans Sarthe Basket, qui est un des clubs, mythiques, qui a été, plusieurs fois champion de France, 5 fois champion de France, qui a gagné énormément de titres sur la scène, nationale. Donc on est dans leurs locaux,
on est complètement en immersion, avec, la présence de guest stars, de joueurs de l'équipe sportive qui viennent ou bien de gens membres de l'équipe, tactique qui viennent nous rencontrer, partager leur expérience et bien entendu, quand je disais en termes de contenu différenciant, on essaie constamment de faire le parallèle, où je m'appuie énormément sur moi, mon passé de basketteur, de sportif de haut niveau et de faire toujours le lien entre le rôle d'un manager et aussi le rôle, d'un sportif de haut niveau ou bien d'un entraîneur. Parce qu'en réalité, il y a énormément de similitudes, et l'analogie et les frontières sont très poreuses entre le monde du sport de haut niveau et entre guillemets «le monde classique», du business. Alors, nous avons créé 3 modules. Comme je le disais, il y a le manager tactique, où on essaie vraiment d'aborder les thématiques autour de l'alignement de l'équipe en s'appuyant sur les différentes complémentarités et les singularités de chacun. Et bien entendu, aujourd'hui, dans notre séance, notre masterclass, il y aura, une petite partie, parce que c'est bien entendu des modules très, très riches, une petite partie où on va donner un exemple de ce qu'on fait sur ce module-là. Un second module, qui est le manager gagnant, voilà, qui est autour de comment je mobilise, mes équipes, à travers les succès, mais aussi à travers les revers. On sait très bien que, la vie d'une entreprise, à l'image d'une saison d'un sportif ou bien d'un club sportif, est fait de haut, de bas, de périodes de temps forts, de périodes de temps faibles et c'est important de savoir manager, ses équipes à travers les aléas du business ou bien d'une saison sportive. Et troisième module qui est le manager champion. Comment j'arrive à mettre en place des routines de performance pour permettre à mes équipes d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ces modules-là sont sur une journée, comme je le disais, mais il n'y a pas un ordre précis. En réalité, c'est vraiment pour avoir une exhaustivité. Chaque module est complémentaire de l'autre, mais en fonction du besoin. D'ailleurs, je vous invite, hein, dans le chat et dans la partie du moment où on va pouvoir ensuite faire le débrief lors de la session de questions-réponses, de ne pas hésiter, si vous jamais vous êtes intéressé par ces modules-là, à choisir peut-être en priorité un module, quitte à faire l'autre ensuite. Il n'y a pas d'ordre précis. C'est vraiment en fonction du besoin de vous, de vos managers, qu'on peut vraiment intégrer, développer et déployer ces différents modules. Donc ces 3 modules complémentaires, on les a construits, non seulement avec l'état d'esprit de dire qu'on fera une analogie avec le sport, mais vraiment en se disant qu'on veut vraiment répondre à l'ensemble des prérogatives du rôle d'un manager. Un manager est un poste, très compliqué, on fait tampon, on doit gérer tout un écosystème et où on a différentes casquettes, que qu'on doit être capable de naviguer au fur et à mesure des besoins de ces projets. La première casquette est la casquette de boss. Qu'est-ce qu'il fait le boss? Le boss, il est là avant tout pour organiser, pour piloter, pour donner le cadre, pour permettre d'atteindre les objectifs. Parfois, il est capable aussi de mettre des cartons rouges. Il doit être capable, à tout moment de savoir où on en est par rapport à la feuille de route, et non seulement une fois qu'il est capable de dire où on en est, il doit être aussi capable, bien entendu, de mettre en place des plans de remédiation. Donc cette casquette de boss-là, elle est très importante dans le rôle de manager. C'est pas forcément toujours la casquette que les managers aiment le plus à avoir, mais on a besoin aussi d'avoir cette autorité-là, à l'image d'un entraîneur qui est aussi, le boss de son équipe et parfois ce côté-là un peu, je dirais même régalien par rapport à l'équipe, qui l'accompagne. Une seconde casquette, qui est très importante, c'est la casquette de leader. La casquette de leader qui est capable de, voilà, de mobiliser, d'animer, de donner du sens à ses équipes, d'insuffler une dynamique, parfois même de lui-même faire pour montrer comment il faut faire pour embarquer les personnes. Il y a vraiment ce rôle-là d'incarnation et ce rôle-là de manager va plutôt dans notre module qu'on appelle le manager gagnant. Je ne l'ai pas dit, mais le manager, la casquette de boss va plutôt avec le manager tactique par rapport au module que je vous ai présenté avant. Si on continue par rapport au troisième module, comme vous l'avez deviné, c'est la casquette de coach. Donc ça réfère plutôt au module, du manager champion, qui doit être capable, lui, d'accompagner, de former, de développer ses équipes, de les faire monter en autonomie, de créer des champions qui vont être capables de réagir, de rayonner sur l'ensemble du collectif pour qu'on ait un collectif qui soit performant. Donc voilà, ces 3 modules-là ont vraiment été faits dans ce sens-là. Voilà, je répète, le manager tactique qui va avec, la casquette de boss, qui organise et qui pilote. Le manager, gagnant qui va vraiment avec le côté plutôt leadership, incarnation et le manager, champion qui va avec la casquette de coach. N'hésitez pas, hein, notez vos questions au fil de l'eau. Comme je vous disais, Kelly qui m'accompagne va les sélectionner ensuite et on pourra y répondre, dans la dernière partie. On aura 15 minutes qui sont sanctuarisées pour faire, ce rôle-là de questions-réponses. Alors, si on continue la présentation, alors ça va aller très, très vite parce que c'est très, très dense, mais ouais, j'ai tendance parfois à être passionné, pris, à un petit peu trop bavarder, mais on va essayer, d'aller vite et de pouvoir retenir cet agenda-là. Alors, on a 4 parties qui, voilà, j'essaie de vous trouver des exemples des différents modules qu'on a.
Sur la partie tactique, on va parler aujourd'hui de composition d'équipe. Très important. Comment je suis capable, voilà, de construire une équipe qui sera capable de répondre à toutes les épreuves, qu'on peut connaître dans tout au long d'une «saison» entre guillemets ou bien plutôt, je dirais, d'une année, comptable. Ça fait partie du module manager tactique. Ensuite, on parlera d'alignement d'équipe. Voilà, comment je suis capable justement de construire une équipe, mais ensuite qu'elle soit alignée, avec l'ensemble de la stratégie et des objectifs, de mon entreprise. Ensuite, on passera sur la fixation des objectifs. Là, ça fait référence au module le manager gagnant. Comment je suis capable, voilà, de fixer des objectifs, pour permettre à mon équipe non seulement d'être engagée, d'avoir envie de les atteindre, mais surtout de pouvoir même les dépasser, super performer. Fixation d'objectifs qui est vraiment clé à l'intérieur, d'une entreprise et aussi à l'intérieur d'un club. Comme vous l'avez compris, vous verrez les parallèles qu'on essaiera de faire à chaque fois. Et puis le manager champion, on parlera de la motivation. Voilà, la motivation lors des périodes critiques, quels sont les bons leviers à appuyer, comment identifier là où la motivation est en baisse pour pouvoir permettre à avoir son équipe d'avoir ce dynamisme-là et pouvoir repartir de l'avant, notamment dans les temps faibles. Et comme je vous le disais, ensuite on terminera avec cette partie un petit peu feedback, question-réponse qui est essentielle. Vraiment, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes questions. Le but, c'est qu'on puisse essayer de répondre à quelques questions triées sur le volet, qui sont représentatifs un petit peu de différentes interrogations que vous aurez. Alors, rentrons dans le vif du sujet, la composition d'équipe. La composition d'équipe, elle est clé. Elle est clé, mais j'aimerais d'abord avant tout attirer votre attention sur une chose. Il faut surtout pas faire l'erreur d'être vraiment fixé uniquement sur la composition d'équipe. Il faut toujours avoir cette vision écosystémique, se dire que l'équipe, en effet, elle fait partie d'un écosystème qui est bien plus grand. Et là, je vais vous donner, vous arriverez facilement à faire le parallèle, je vais vous donner, par exemple, la construction dans un club de basket. Qu'est-ce qu'il faut bien être capable de comprendre l'écosystème et les enjeux à moyen ou long terme, stratégiques ou opérationnels, de la construction d'une équipe. Dans un premier temps, il y a toujours l'institution globale qui est le club, donc on peut dire l'entreprise, dont il faut toujours tenir compte quand on construit son équipe. Ensuite, il y a l'équipe dirigeante, le board à l'intérieur d'une grande entreprise ou d'un grand groupe, ou bien les dirigeants, les cadres dirigeants, ou bien le CEO et son équipe, ses proches managers qui l'aident à prendre des décisions stratégiques pour son entreprise. Dans un club, ça peut être le propriétaire des clubs, ou bien parfois il peut y avoir une cellule avec plusieurs personnes qui prennent ce rôle-là. Ensuite, il y a bien entendu l'entraîneur. Voilà, l'entraîneur, le coach ou aujourd'hui le manager. Je ne sais pas qui sont toutes les personnes qui sont dans l'attention autour de la table, mais voilà, il y a ce rôle-là ensuite du manager qui est le coach ou l'entraîneur à l'intérieur d'un club sportif de haut niveau. Et ensuite, on a l'équipe, qui peut être les collaborateurs qui sont managés par l'entraîneur ou managés par le manager dans le cadre du business classique et qui sont eux plutôt sur des tâches opérationnelles. Donc on compose son équipe à ce niveau-là et qu'on est dans ce rôle-là de entraîneur ou manager dans le cas présent, jamais oublier qu'on fait partie de l'ensemble de cet écosystème-là, où on a l'entreprise, qui est ici le club, l'équipe dirigeante, nous, son rôle, le rôle qu'on a de manager et ensuite les équipes qu'on pilote. C'est une première erreur à pas faire parce qu'on a besoin toujours de cet alignement-là et d'être capable de jongler toujours avec mon équipe, mais aussi qu'est-ce qu'il y a tout autour de moi qui peut bien entendu influer cette construction de l'équipe. Ensuite, jamais oublier que les enjeux ne sont pas les mêmes selon là où on se trouve dans une équipe. Bien entendu, il y a des objectifs qui sont stratégiques, qui sont portés plutôt j'ai envie de dire, par le club ou l'entreprise, qui sont portés par le propriétaire ou le board de l'équipe dirigeante. Ensuite, il y a le manager qui, bien entendu, lui, par son rôle, a entre guillemets des objectifs tactiques et opérationnels, mais qui sont à mi-chemin entre le long terme et le court terme. Il doit être capable, en effet, de piloter ses équipes au court terme, mais aussi de lui se projeter avec cette vision-là qui est plutôt à moyen terme. Et ensuite, il y a bien entendu, les équipes que les managers encadrent au quotidien, qui eux, souvent ont des objectifs qui sont souvent à court terme, ou du moins dans un champ, du temps qui est plus réduit. Et puis, surtout, ne pas oublier que l'équipe qu'on est en train de composer a à l'intérieur d'elle-même des objectifs non seulement collectifs, c'est important de donner des objectifs collectifs à son équipe, mais aussi des objectifs individuels. La composition d'équipe, ensuite, l'objectif, c'est d'avoir une équipe qui est engagée, avec des activités clés à atteindre, à faire, à déployer, à livrer, par rapport bien entendu à ce qu'on se disait, la vision à court, moyen, long terme de l'entreprise. Et l'objectif, c'est que cette équipe soit capable, je le disais tout à l'heure dans la présentation, d'être à toute épreuve.
Et comment on fait pour avoir une équipe à toute épreuve? On doit avoir une équipe qui, à l'intérieur d'elle-même, a des rôles bien identifiés, des rôles précis, des missions précises et qu'on puisse ensuite les développer sur certaines compétences clés et à travers plusieurs motivations. Ce qui est important, c'est, j'aime bien prendre moi cette image-là d'une équipe de basket. Je ne sais pas s'il y a des fans, de basket dans l'assistance, mais une équipe de basket est composée de plusieurs personnes. Non seulement en termes de gabarit, de physique, le basket est un des seuls sports où on peut avoir un joueur qui fait 1,70 m à côté d'un joueur qui fait 2,22 m. En termes de poids, les joueurs ne se ressemblent pas. Selon leur poste de jeu, il y a des joueurs qui sont costauds, hein, qu'on fait 2,20 m, souvent on est autour de 130, 135 kg. Qu'on fait 1,70 m, bah, on est plutôt autour des 70 kg. Et il y a cette variété-là d'abord avant tout physique, des variétés de postes. Il y a des meneurs de jeu, il y a des arrières, il y a des ailiers, il y a des shooters, des défenseurs, des attaquants, plusieurs nationalités, des joueurs qui peuvent venir, des États-Unis, qui peuvent être français, qui peuvent venir de Serbie, qui peuvent être africains, différents rôles. Il y a l'équipe qui va commencer, débuter le match, le 5 majeur. À côté de ça, il y a les réservistes, ceux qui vont sortir du banc et ça ne veut pas dire qu'ils auront forcément un rôle qui est moindre. Mais il est important dans la composition de son équipe est capable vraiment de, au-delà de ne pas être seulement focus sur la partie compétence, mais se dire, je dois être capable d'avoir différents profils, différents rôles, mes titulaires, mais il doit y avoir aussi mes réservistes, et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins importants, parce que c'est peut-être eux dans des moments compliqués qui me permettront d'aller gagner le match et d'aller prendre la victoire. Je vous donne un exemple qui est personnel. Moi, je me rappelle mon premier titre de champion de France. Je faisais partie de la catégorie des réservistes. J'avais 18-19 ans et je sortais, j'étais pas titulaire au sein de mon équipe. Mais on s'est trouvé dans une situation à l'approche des playoffs. Donc les playoffs, c'est les phases finales de basket où l'équipe était en difficulté. On avait perdu nos 4-5 derniers matchs et on a commencé cette phase finale par une première défaite. Si on perdait encore un match, on était tout à fait éliminé et la saison s'arrêtait là. Et là, le manager, le coach de l'équipe, a eu l'idée géniale de se dire bah, je vais changer mon dispositif de mes titulaires. Je vais changer. Je vais commencer en mettant 3 joueurs qui étaient sur le banc. Je vais les faire rentrer en titulaire. J'en faisais partie. Et il a décidé de sortir 3 joueurs de son 5 majeur, donc les titulaires, on va les mettre sur le banc. Et à partir de là, ça crée une nouvelle dynamique au sein du groupe. Et on a gagné les 10 matchs suivants et on a été champion de France ainsi. C'est pour vous dire aussi qu'à un moment donné, aussi, un manager doit être capable aussi d'être agile, de ne pas être fixé et d'être capable de réévaluer le rôle, les missions qu'il y a à l'intérieur de son équipe. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir cette stratégie-là et de ne pas rester bloqué. Mais pour être capable de faire ce turnover-là, ces changements-là au sein de son équipe, il faut être capable dans sa composition d'avoir différents profils, différentes missions et différents rôles bien déterminés en amont. Donc je vous invite toujours à avoir cette capacité-là dans votre construction d'équipe, d'avoir ces rôles-là précis et bien répartis et d'avoir différentes compétences ensuite pilotées. Passons maintenant, voilà, c'est vraiment toujours un équilibre à trouver, qui n'est pas facile, hein, bien entendu, parce qu'il faut être capable de d'identifier pardon, et de s'appuyer sur les points forts de ses équipes, tout étant capable de réévaluer au fil de la saison, au fur et à mesure des différents quarters ou bien trimestres d'activité, où est-ce qu'on en est au sein de mes équipes? Est-ce que je m'appuie toujours bien sur les mêmes équipes dans les différents rôles et les missions? J'aimerais aussi vous parler voilà, d'une notion qui me semble très importante et je pense qui est très peu encore démocratisée au sein des entreprises, qui est la notion de sweet spot. Je vous passerai ensuite une petite vidéo illustratrice de mon propos. Le sweet spot, c'est l'endroit où on arrive à trouver l'équilibre parfait, la symbiose, la synergie entre la construction d'équipe, les compétences de mon équipe, les besoins de mon équipe, donc voilà, les besoins de l'entreprise, du marché, les compétences des personnes qui composent mon équipe, mais également leur centre d'intérêt. Donc le sweet spot, il se trouve à la croisée de ces chemins-là. Une entreprise n'est jamais aussi performante quand elle est capable d'avoir des employés, des collaborateurs et des managers qui managent des équipes qui ont le bon niveau de compétences, qui répondent à l'entreprise et en termes de marché, mais aussi qui sont capables de s'appuyer sur le centre d'intérêt de leurs équipes. Et les équipes ou les entreprises qui n'arrivent pas à faire ça, elles ont toujours soit une petite carence en termes de performance. En tout cas, elles ne sont pas au maximum, elles ne maximisent pas la performance de leurs équipes et de leurs managers. On tombe souvent dans l'individualisme parce qu'on n'est pas là où on veut, on n'est pas là dans ces centres d'intérêt parfois, où on se sent un peu décalé par rapport à son niveau de compétence, et on tombe aussi dans un manque d'engagement. Je vais maintenant vous passer une petite vidéo que je vais raccourcir. Cette vidéo-là, vous inquiétez pas, elle sera téléchargeable. Donc je vais vous passer peut-être un petit extrait d'1 minute 30
où, alors c'est un petit peu vieux en termes de reportage, mais je trouve que, l'exemple est frappant de ce qu'on peut faire avec le sweet spot. Attendez, je vais la lancer, si elle veut bien partir. Alors je vais avancer un petit peu pour qu'on puisse garder le rythme. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez la vidéo, je crois qu'il y a un petit souci. Heu, je vais essayer de la relancer et puis sinon, on va essayer de la relancer sinon, tant pis. Je la relance et puis vous me dites si ça fonctionne ou pas. Kelly n'hésite pas à me dire si, on la voit. Hop, je vais avancer. Comme Wundervoll ça. funktioniert das für mich. Bon, La devise de apparemment ça Bigor, fonctionne. faire de l'argent en s'amusant, n'est pas qu'un bon mot. Chaque associé doit pouvoir cultiver son projet personnel pour le faire résonner dans la société en y prenant du plaisir. Il est donc accompagné pour trouver sa place idéale dans l'entreprise. C'est ce qu'ils appellent le sweet spot, un concept made in Gore et peut-être le secret de leur succès. Le sweet spot, c'est le point de rencontre entre les compétences, les champs d'intérêt d'un associé et les besoins de l'entreprise. L'idée, c'est qu'en travaillant à son sweet spot, on peut donner son maximum sans avoir l'impression de travailler. Même si ça reste le travail, c'est clair, on n'a pas la sensation de travailler, on s'amuse, on vient avec plaisir. Et donc il y a vraiment un côté fun. Grâce au concept du sweet spot, les associés, créatifs et motivés, ont développé des milliers d'idées nouvelles. L'Empire Gore s'est ainsi déployé dans des domaines très diversifiés. Des câbles, on est passé au textile, au revêtement, à toutes sortes de produits employés dans l'aérospatial, la mécanique, l'armement, la médecine. Sur la proposition d'un jeune ingénieur, l'entreprise s'est même lancée dans la fabrication de cordes de guitare. Très parlante, le sweet spot qui est vraiment la zone dans laquelle, l'entreprise est la plus efficace. Alors je vais revenir les différentes la slide où j'étais. Hop. N'hésitez pas à me dire si elle s'affiche, comme il faut. Normalement, ça doit être bon. Donc voilà, cette notion de sweet spot, qui est vraiment, j'ai envie de dire, la quintessence, hein, l'objectif, maximal pour toutes les entreprises et nous, voilà, on fait plusieurs exercices, notamment lors de nos différents modules, de formation sur ça pour pouvoir essayer de voir à l'intérieur de vos effectifs, parce que bien entendu, c'est toujours quelque chose qui est personnalisé à l'intérieur de votre entreprise, comment on est capable de pouvoir, amener ces équipes et les manager vers ce sweet spot. Rapidement, voilà, comme je vous disais, nous, l'objectif de toutes nos formations, c'est de toujours donner aussi des outils concrets et rapidement utilisables, par rapport aux personnes qu'on forme et qu'on coach lors de nos sessions. Par exemple, là, je vais vous présenter, ben, justement par rapport à comment créer cette cartographie des compétences de mes équipes. Un modèle matriciel très, très simple, facilement utilisé. D'ailleurs, pas plus tard que dans la dernière formation qu'on a faite, moi, mon plaisir, ça a été le retour de notre cliente qui nous a dit: «Bah, les managers que je vous ai envoyés, ils m'ont dit que 2 jours après, bah, ils utilisaient déjà cette matrice-là». Vous allez voir, c'est facile à mettre
bien entendu, tous ces documents que nous partageons vous seront partagés ensuite, post, masterclass. Alors rapidement, on voit voilà, c'est une matrice avec différentes dimensions, donc une partie compétences, engagement, type, de compétences et puis, les différents noms des collaborateurs de l'équipe. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir avoir cette cartographie des compétences à un moment T. Je dis bien un moment T parce que le but, c'est d'être capable ensuite, une fois qu'on les manage et qu'on les développe, de voir où ils en sont ensuite. Donc la compétence 1, on note, voilà 1, 2, voire 3 ou 4 compétences qui nous semblent clés. On regarde en termes d'engagement où en sont nos équipes par rapport à ça. Et puis pour chaque collaborateur, on essaie de les noter sur chaque compétence. Donc on essaie de mettre une note tout simplement de 1 à 3, en disant que 3, c'est le maximum du niveau et 1, c'est le niveau, auquel, voilà, donc 1, pas compétent, 2, débutant et puis le 4, voilà, crescendo, c'est le niveau le plus expert. Vous verrez aussi qu'il y a un code couleur qui est important, parce que parfois on peut avoir des collaborateurs, donc vert, c'est qu'on est satisfait et le rouge, c'est qu'on n'est pas du tout satisfait. Parce que parfois on peut avoir un collaborateur qui a 1 dans une compétence, mais c'est normal par rapport à sa seniorité, par rapport à ses skills, il est peut-être un peu plus junior ou peut-être nouveau dans l'entreprise et c'est normal qu'il soit à 1. Donc ça peut être un 1 qui est vert, de la même façon qu'on peut avoir un 3 qui est rouge. Donc 3, c'est niveau intermédiaire, quelqu'un qui a certains, skills, compétences qui sont importantes, mais par contre, par son poste, pas sa maturité, il devrait être à 4 par exemple, donc ça peut être des 3 rouges. Donc voilà, une façon un outil qui est facile à faire, à déployer au sein de vos équipes, et bien entendu, qu'on développe et qu'on met en pratique lors de nos séances de formation. Passons maintenant à l'alignement d'équipe. L'alignement d'équipe aussi, une fois que, voilà, qu'on a composé son équipe, c'est très important de s'assurer que son équipe est alignée. Et vous verrez que, voilà, de la même façon qu'on a procédé avec la composition d'équipe, où on s'est d'abord projeté dans une vision qui est avant tout globale. Pour moi, pour aligner son équipe autour d'objectifs communs, il est important de toujours prendre en compte cette façon écosystémique et cette vision globale. Savoir que son équipe, avant de l'aligner, elle doit avoir une vision commune elle fait partie de l'ADN de l'entreprise en termes de valeurs, en termes d'ambition, en termes de façon de faire les choses, en termes de culture d'entreprise. Donc ça, c'est un premier point. Savoir qu'ensuite, on fait partie de toutes ces différentes chaînes qui, mis tout bout à bout, sont un maillon fort de cette entreprise-là, avec une partie opérationnelle. Et c'est souvent là où le manager se trouve, juste en dessous de cette partie stratégique. Donc, il doit être capable de comprendre cette ambition, cette vision commune, cette orientation stratégique que souhaite avoir l'entreprise dans son ensemble. Et ensuite, lui, de l'adapter à une vision un peu plus réduite de son équipe et toujours avoir ça en tête quand on se lance dans voilà. Donc voilà, il faut comprendre que voilà, c'est toute cette chaîne-là, tous ces maillons-là, et c'est impossible d'avoir un alignement d'équipe à ce niveau-là, donc au niveau le plus bas, qui soit complètement décorrélé et non aligné avec la vision globale. Si on veut avoir des synergies et tirer la quintessence et avoir des leviers d'efficience au sein de ces équipes, il faut que cet alignement-là, dans l'équipe qu'on a composée, soit avec la vision globale de l'entreprise. Alors, je vais vous présenter rapidement quelque chose qui fonctionne très bien dans le domaine du sport, c'est la charte d'équipe. Souvent, moi, les bons entraîneurs que j'ai eus ont été capables rapidement, en début de saison, de mettre une charte d'équipe co-construite qui permet à chacun de trouver sa place, d'apporter sa pierre à l'édifice, sa vision des choses en termes de façon de s'organiser et de vivre au quotidien la vie en entreprise. Donc la charte d'équipe, elle marche très très bien, non seulement dans le monde du sport, mais très très bien aussi dans le monde de l'entreprise. Donc rapidement, je vais vous partager, parce que je vois le temps qui défile, partager aussi, un outil qu'on aime beaucoup développer, au sein de nos formations, qui est comment créer, des règles du jeu communes à l'ensemble des personnes qui constituent mon équipe quand je suis manager et je vais vous montrer comment ça se passe. On appelle ça l'étoile de mer. Alors c'est très, très simple, vous verrez et ça permet que quand on remplit, d'avoir, des règles du jeu clairement établies, co-construites par tout le monde et dans ça, je vais revenir juste à la slide avant. Il ne faut pas oublier que là, on fait partie du module manager tactique, donc le boss. Et lors de cet exercice-là, il est très important que le manager ait sa casquette de boss, où il est là, où en train d'orienter les différents propos, les différentes idées qui vont survenir lors du jeu de l'étoile de mer, et qu'il soit capable de les expliciter, tout en gardant l'état d'esprit, la vision globale de l'entreprise. Hein, se dire qu'il ne faut pas oublier quelle est la stratégie, quelle est l'ambition, quelle est la nature, quelle est la culture de l'entreprise, et de l'adapter et d'arbitrer en fonction des différentes idées qu'il va recevoir de ses collaborateurs. Donc, pour créer cette charte d'équipe, vous allez voir, l'étoile de mer, c'est très très simple. Elle se base sur 5 dimensions.
facilement. Alors, on prend cette étoile de mer-là. Moi, je vous ai mis le basket parce que, bien entendu, vous comprenez que c'est ma passion. Mais on se dit qu'on met les différentes personnes qu'on a dans son équipe. On leur demande, première des choses, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait arrêter? Donc arrêter. Alors on a peut-être une dizaine de collaborateurs qu'on accompagne ou bien qu'on manage au quotidien. On leur demande, voilà, donnez vos différentes idées. Qu'est-ce que selon vous, il faudrait arrêter au sein de l'entreprise? Ou bien pas au sein de l'entreprise, mais dans notre fonctionnement, nous, à notre niveau. Deuxième chose, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait continuer? Alors, on laisse du temps, on est vraiment dans la co-construction. Avec vous, votre casquette de boss, vous arbitrez, vous changez, vous essayez de comprendre les tenants et les aboutissants, d'où viennent ces idées, vous essayez d'enrichir le débat. On parle là de brainstorming. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait faire plus? Donc, voilà, continuer, mais continuer en faisant plus, davantage. À l'inverse, qu'est-ce qu'il faudrait faire moins? Très important aussi, parfois il y a des choses qu'on n'a pas besoin ni d'arrêter, mais par contre il faudrait peut-être les réduire. Je vous vois déjà arriver, penser à certaines réunionites, qui parfois, sont chronophages, mais n'aboutissent pas forcément, surtout, hein, depuis, le covid. On sait que parfois on enchaîne pas mal les réunions et on n'a pas beaucoup de temps ensuite pour produire. Donc on va pas arrêter les réunions, mais peut-être se dire que, bah, il y a certaines réunions, dans notre gouvernance qu'il faudrait peut-être arrêter. Et puis quelles sont les choses qu'il faudrait commencer à faire? Voilà. Certes, il y a des choses à arrêter, mais parfois, peut-être, il y a des nouvelles choses à mettre en place. Et c'est là où, avec votre casquette de boss, vous êtes capable de construire cette charte d'équipe collectivement. Bien entendu, vous avez eu la responsabilité de l'aboutissement final de cette charte-là, mais ça permet ensuite de dire à chacun, quand quelqu'un sort du cadre, n'est plus aligné, de lui dire attention, on a eu cette charte d'équipe-là qui a été construite collectivement, tout le monde y avait participé, tu as y participé à titre individuel, et si maintenant on veut atteindre nos objectifs au global, il faut que on revienne dans ce cadre-là, et tu t'es engagé, parce qu'à la fin, ça, cette charte d'équipe-là, ça va être un engagement de chaque collaborateur, qui doit être ensuite, bien entendu, managé par le coach, par l'entraîneur, par le manager, qui doit s'assurer ensuite que tout le monde reste bien aligné dans ce qui a été fixé en début d'année. On bascule maintenant sur la partie fixation d'objectifs. Alors, la fixation d'objectifs, elle est clé. Elle est clé pourquoi? Parce que une fois qu'on a construit son équipe, qu'on a son effectif, qu'on s'est aligné tous ensemble sur ce qu'on souhaite faire, de la façon dont on va le faire, il faut être maintenant capable de l'écrire dans le temps et de le fixer. À l'image pour moi d'une voiture ou bien d'un chemin à accomplir, pour moi la fixation d'objectifs, c'est ta boussole. C'est ta boussole, c'est ton objectif, c'est vers où tu veux aller. Sans direction, bien entendu, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les différentes études en ressources humaines ou ethnologiques qui expliquent que voilà, l'être humain ne peut pas avancer sans objectif clairement établi. Maintenant, toute la question, c'est d'être capable de bien calibrer ces objectifs-là. Et bien entendu, lors de notre module manager gagnant, autour du leadership, on aborde ces notions-là de fixation d'objectifs, ce qui est très important. Et bien entendu, je pense que vous avez tous entendu parler de SMART. Alors pour ceux qui ne connaissent pas SMART, l'anagramme c'est S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporel. Oubliez ça. Nous, c'est pas du tout ce qu'on préconise. Je vous le montre juste pour vous dire que nous, on ne travaille pas sur ces objectifs-là. Nous, on préfère plutôt parler d'objectifs PAM, parce qu'il me semble qu'il manque une dimension très importante de l'objectif SMART. Et bien entendu, ça tombe bien parce que c'est le dernier M du PAM. Alors, qu'est-ce que nous mettons derrière l'objectif PAM? Pour nous, un bon objectif, il doit être avant tout pertinent. OK? Je l'expliquerai un peu plus ce que je mets derrière pertinent dans la slide suivante. Ensuite, bien entendu, il doit être atteignable. Accessible, pardon. Il ne faut pas que ce soit un objectif qui soit complètement, j'ai envie de dire, une protection de l'ego, quelque chose qui soit trop compliqué à atteindre ou bien pas du tout réaliste. Donc c'est important qu'il soit accessible. 3, il faut qu'il soit mesurable. Sans mesure, on ne sait pas où on en est. On a besoin d'avoir, on verra aussi quels sont les critères de mesure. Voilà, ils ne peuvent pas être que chiffrés, mais c'est possible d'être capable d'être mesuré, sinon on n'est pas dans la performance. La performance, elle se mesure. Et M, c'est surtout ce qui manque dans l'objectif SMART, c'est motivant. Pour moi, avant tout, un objectif, il doit être motivant, engageant. Si les objectifs qu'on se fixe ne motivent pas nos équipes, c'est presque, j'ai envie de dire, compliqué, presque déjà impossible de les atteindre. Donc, nous, on préconise du coup cette vision PAM, où quand on met pertinent derrière le P, c'est-à-dire qu'il faut que l'objectif il soit cohérent avec la stratégie au global, comme je disais, en adéquation bien entendu aussi avec le marché, l'environnement, la concurrence, les différents challengers qu'on peut avoir dans son arène concurrentielle. Et puis bien entendu, il faut qu'il contribue à la fin à une finalité commune.
de notre vision toujours, écosystémique, et de notre approche qu'on a. Accessible, entendu que les différentes personnes, les différentes parties prenantes, les collaborateurs qu'on encadre soient dans les conditions pour réussir, en termes de moyens, d'infrastructures, de ressources et cetera. Trouver un équilibre, voilà, entre cette partie, réalisme et ambition, parce qu'il y a aussi parfois ce volet-là où il faut être capable de faire rêver ses équipes. Quand ils pensent à l'objectif, il faut être capable de se transcender et qu'ils aient envie de donner 100, parce qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit remplant-plan, au tiède, qui donne pas envie de se dépasser, et bien entendu en adéquation avec le niveau de développement de ces équipes. Le troisième M qui est le mesurable. Je disais, voilà, il y a différentes critérisations pour mesurer un objectif, savoir où on en est. Il faut qu'il soit clair, précis, certes, mais il faut aussi, avant tout, qu'il soit aussi, voilà, quantitatif. C'est important d'avoir toujours ces tableaux-là pour piloter où on en est sur la partie, quantitatif, mais il doit être aussi qualitatif. Et c'est là où il faut être capable aussi de prendre ce critère-là qui est parfois négligé par certaines entreprises, parce qu'on a tous, souvent une multitude de tableaux de bord pour savoir où on en est en termes de pilotage, mais c'est important aussi de s'assurer à la qualité. Parfois ça sort pas par des chiffres, mais être capable de faire, voilà, des enquêtes d'opinion, de savoir comment ça se passe, au sein de ses équipes, de faire aussi du feedback, parfois aussi, de manière ad hoc, pas forcément prévue, et puis de s'assurer, voilà, qu'on se tient toujours bien entendu, les jalons clés, la durée dans le temps, les différentes étapes, et suivre, sa feuille de route. Et le dernier, comme je disais, qui est le dernier, mais presque le plus important, ça doit être avant tout motivant, un objectif. Voilà, être capable de formuler, de créer, comme disent les Américains, un storytelling derrière la façon d'expliquer l'objectif à ses équipes, peut être capable de faire toute la différence. Et ensuite, bien entendu, il faut avoir ce suivi, cet accompagnement managérial qui permet aussi, voilà, à ces équipes de grandir. Donc voilà, bien entendu, c'est quelque chose que, voilà, nous travaillons, dans notre session, dans nos journées, où on déploie nos modules, où on met, par des mises en situation, des jeux d'acteurs, les différents managers dans ces rôles-là pour être capable justement d'établir ces objectifs PAM qui sont les plus impactants pour nos équipes. Une fois n'est pas coutume, chaque fois de session, je vous donne aussi un petit outil facile à mettre en place, mais très, très puissant une fois qu'il est mis en place et qui permet aussi d'avoir une belle vision, de ce qu'on veut faire en termes de déploiement d'objectifs. C'est le 3QCS, qui permet, voilà, de bien entendu de définir le parcours, qu'on souhaite atteindre, et surtout de dire comment on souhaite le faire. Donc rapidement, là encore une fois, vous allez voir, on décrit l'objectif ici, dans un premier temps, l'objectif qu'on souhaite atteindre. Ensuite, on a ces petites matrices-là à 2 dimensions avec, différents volets assez simples. Donc les étapes, 1, 2, 3. Quoi? Donc quoi, c'est qui avec qu'est-ce qu'on souhaite accomplir? Quel est le résultat attendu? Le qui, pour le deuxième Q, qui est bien entendu, voilà, les différentes étapes, qui sont les contributeurs clés, donc avec qui on va pouvoir faire les choses. Quand? Le timing, très important de savoir, voilà, en termes d'échéance, quand est-ce qu'on veut être au rendez-vous. Le comment, voilà, les modalités, comment on souhaite arriver à ça, et puis, bien entendu le suivi. On a des indicateurs, qui sont en fonction du besoin, en fonction du projet, en fonction de l'équipe, en fonction de leur vécu, en fonction des personnes qu'on a en face de soi, en fonction de ce qui est donné, par le top management, des critères qui doivent être, de suivi, qui doivent être, bien précis pour être pertinents. Donc voilà, il y a une petite matrice très simple à remplir où, voilà, on se dit qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les 3 résultats attendus, quels sont les contributeurs clés. Alors moi, je vous ai mis 1, 2, 3, mais bien entendu, ça peut être beaucoup plus que ça. Quand? Quelles sont les différentes étapes clés qu'on souhaite, atteindre chaque objectif? Comment le faire? Quelles sont les modalités? Qu'est-ce qu'on mettra en place pour le faire? Et puis ensuite le suivi. N'hésitez pas à noter vos questions, je continue la présentation parce que le temps file, mais voilà, c'est très important, de se dire qu'on est capable de bien fixer ces objectifs-là. Je serais très curieux et très pressé d'avoir vos retours par rapport à ça. On arrive déjà au 4e et dernier volet, qui est la motivation, en période critique. Alors la motivation, moi, c'est un sujet qui me passionne, qui m'a toujours passionné, qui me passionne depuis que je suis même, enfant, ou bien même quand j'étais, basketteur professionnel. Parce que ce qu'on entend toujours, que ce soit dans la vie d'entreprise, mais surtout aussi au bord des terrains, c'est: «Allez motiver», et depuis petit, je me disais: «Mais qu'est-ce que le coach veut dire par motiver?» J'avais du mal à mettre un mot sur la motivation. Et c'est vrai que moi maintenant, depuis que j'ai cette activité de coach mental ou bien de formateur, je suis très attaché à la motivation. Et lors de ma formation d'ailleurs, en préparation mentale, j'étais formé par LNF, qui est un organisme, et j'avais beaucoup aimé la façon dont il parlait de motivation, et je vais vous présenter un petit peu moi ma vision. Toujours en référence par rapport à une voiture, une fois qu'on a la direction, donc on a la voiture, on a acheté la voiture, donc ça on a construit l'équipe. On a fixé l'objectif, hein, on sait où on veut aller, on a la boussole, maintenant on sait où on veut partir. On connaît, en tout cas on a le chemin. Pour moi la motivation, c'est, l'essence, le diesel, c'est ce qu'on met dans la voiture.
Donc je dis essence diesel, si on parle de moteur thermique, peut-être certains sont vous autour de la table sont beaucoup plus sensibles au développement durable et au ESG et on parlera donc du coup de véhicules électriques. Donc c'est ce qu'on met en tout cas ce qui vient recharger la batterie si vous préférez. Et on se rend compte que la motivation, en réalité, c'est plusieurs sous-dimensions, sous-sentiments qu'on a à l'intérieur de la motivation et qui viennent, s'ils sont hauts, impacter la motivation globale ou s'ils sont plutôt bas, viennent baisser ce sentiment de motivation générale. Donc, on pourra en citer plus. Moi, je vais vous en citer certains qui me semblent très pertinents, qui sont issus de la formation que j'ai et moi sur lesquels j'aime beaucoup appliquer lorsque je coach des sportifs ou bien des entrepreneurs ou bien lors aussi de nos modules de formation. Un, il y a cette notion d'autonomie. Hem, Souvent quand nos collaborateurs ne se sentent pas assez autonomes et ben, ils ont tendance, à être démotivés, se sentir un peu trop cadrés et du coup, il peut avoir un sentiment de démotivation, qui arrive. Bien entendu, si j'ai un collaborateur qui est très, très junior, je ne vais pas lui donner plus d'autonomie que quelqu'un qui est un peu plus senior. Parce que ça serait le mettre du coup en risque d'échec, parce qu'il aurait besoin au contraire lui d'être plutôt managé de manière un peu plus micro, un peu plus proche, pour pouvoir savoir où se diriger au sein de l'entreprise. 2 en termes de compétences. C'est pas là, une fois de plus, c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Quand on a l'impression de ne pas avoir les compétences pour atteindre ses objectifs, qu'on a l'impression de ne pas avoir ce qu'il faut pour pouvoir, performer, on a tendance à se démotiver. Donc c'est important d'être capable d'identifier, de faire le bon diagnostic, de savoir, est-ce que si la de la mo démotivation de mes équipes, elle est liée à un souci de compétences? Et 2 ensuite, 3, c'est le sujet d'appartenance. Au sein d'une équipe, alors ça diffère selon les personnes, mais on a besoin de se sentir, apprécié par ses collègues, par l'entreprise, pas forcément par rapport aux compétences, hard skills qu'on a dans son métier, mais parfois juste pour la personne qu'on est. Alors ce sujet-là, vous me direz, il peut différer d'une personne à l'autre. Par exemple, pendant le covid, il y a des personnes qui se sont retrouvées en télétravail, ils avaient pu complètement coupé, ils avaient juste un lien digital, j'ai envie de dire, lors de réunions, pas en présentiel avec leurs collègues et ça leur allait très bien d'échanger par mail, de faire des réunions, en distanciel. En revanche, il y a des personnes qui l'ont très mal vécu, parce que selon ce sentiment d'appartenance-là, il peut avoir un vrai sujet derrière tout ça. Donc c'est important aussi de pouvoir se dire: «Bon OK, j'ai en face de moi un collaborateur qui est démotivé, mais quelles sont les raisons?» Peut-être que c'est un souci d'appartenance. Ensuite après il y a le souci de plaisir. Voilà, très simplement, est-ce que je prends du plaisir à faire ce que je fais? Ce sentiment-là, il est très important, s'assurer que la le collaborateur qu'on a en face de soi, il prend du plaisir, parce que s'il prend pas du plaisir, ce sentiment-là, rapidement pousse à la démission. Donc c'est un sentiment, moi en tout cas, que quand j'accompagne, quand je forme, je m'assure que, les personnes font très attention à avoir toujours un sentiment de plaisir élevé au sein de ces équipes. Il y a plusieurs leviers et des actions à mettre en place. Le progrès, parfois la qu'on sent qu'on stagne. On a l'impression de plus avancer, de plus, franchir les paliers et quand on a l'impression de stagner, voire de régresser, ben, on a tendance à se décourager et à avoir un impact, négatif sur la motivation. D'ailleurs pour ça, j'ai une petite anecdote. Il faut toujours faire très attention à ça et pas oublier que parfois, le collaborateur qu'on a, il n'a pas forcément une vision qui est juste. Moi, je vous donne un exemple, sur une mission où j'accompagnais un consultant plus junior que moi, je me suis rendu compte qu'il était démotivé. Donc j'ai été le voir, je me suis dit: «Alors qu'est-ce qui se passe?» Et il m'a dit: «Bah, j'ai l'impression que je progresse pas, j'arrive à rien, je progresse pas, dans ce que je fais, j'ai pas de nouvelles compétences» et heu et déjà c'était sa vision à lui parce que moi, ça faisait 6 mois que j'encadrais et j'avais vu beaucoup de changements. Donc j'ai été le voir, je lui ai dit: «Attends, moi quand tu es arrivé, on sortait des rendez-vous clients, tu n'étais pas capable de faire un compte rendu. Maintenant, à peine on sort de la réunion que le compte rendu il est déjà envoyé. Tu étais pas capable d'animer toi seul tes ateliers sur le client, de gérer le temps de parole, de répartir, de prendre l'information juste, ensuite de faire une analyse et de nous la restituer. Tout ça, point par point, c'est des choses que tu sais faire maintenant. Donc, en échangeant avec lui, bah, il s'est rendu compte que, ah oui, voilà, j'étais capable au fait, si j'avais progressé. Donc, parfois, on a besoin qu'on échange avec ces collaborateurs-là, d'être capable de leur montrer au fait qu'ils, non, ils ont l'impression qu'ils progressent pas, mais en réalité, ils progressent. Donc, tout ça, c'est des, voilà. Et puis, pareil pour l'engagement, pareil pour le sens fondamental. Qu'est-ce qu'on met derrière l'engagement? L'engagement, c'est tout simplement, est-ce que votre collaborateur, bah, quand il se réveille, il arrive facilement à aller au boulot, facilement à aller sur ses missions, ou s'il a du mal. Et puis le sens fondamental, qui est aussi très important à mes yeux, c'est quelque part, qu'est-ce que je mets, est-ce que je me sens utile dans ce que je fais, tout simplement. Et là-dessus, sur cette thématique-là, c'est pas une histoire de poste, c'est pas une histoire de grade ou bien de hiérarchie dans son travail. De la même façon, qu'on peut avoir un cadre qui a l'impression que ce qu'il fait, même s'il gagne de l'argent ou il fait gagner de l'argent à ses clients, bah, c'est pas intéressant, que ça a pas d'impact pour la société. De la même façon, on peut avoir, alors je grossis le trait exprès, on peut avoir une femme de ménage qui a l'impression que ce qu'elle fait, bah, c'est très utile pour son entreprise. Elle se sent utile. Pour elle, son sens fondamental est fort. Elle a l'impression que, bah, grâce à elle, bah, les collaborateurs, quand ils arrivent, ils sont dans des cadres, dans des locaux, dans des bureaux
propre, prêt à travailler et elle se sent utile et elle peut avoir un sentiment de motivation qui est fort, à l'inverse d'avoir un cadre qui est très très haut gradé ou dans la société qui a des postes à responsabilité qui lui a l'impression qu'il est démotivé parce qu'il se sent avec un sens fondamental nul. Donc moi rapidement je vais vous donner un outil parce que là on arrive dans la partie où on va passer ensuite à la session de Q&A. Un outil voilà, que moi je trouve très efficace, que j'aime utiliser. Là encore, c'est une matrice très très simple où je le demande parfois à des collaborateurs qui sont dans des périodes de temps faibles ou un petit peu des périodes critiques où leur motivation est en baisse. Je leur demande tout simplement de lister autour des 7 sentiments que je vous ai présentés avant, de noter des notes de 1 à 10. Donc 10, c'est tout va très très bien. En dessous de 4, c'est que ça va pas du tout. Et puis entre 5 et 7, c'est que c'est mitigé. En leur disant où vous vous situez par rapport à ça. Et ça permet de faire un diagnostic motivationnel, de dire de pouvoir savoir où est-ce qu'on en est et surtout de pouvoir identifier là où le bas blesse. Voilà. Donc je vous engage, voilà, on arrive déjà à la fin de cette session-là, mais bien entendu, tout ça, c'est des choses qu'on développe nous dans nos modules. Où là, par exemple, si on prend la picture, la cartographie, la photo de ce collaborateur qui est un petit peu démotivé, et ben, on comprend rapidement qu'en termes d'engagement, de compétences, de liberté, tout va très bien. En termes d'utilité, c'est plutôt correct, il se sent bien, il sait pourquoi il fait les choses, mais par contre, il a un vrai souci en termes d'appartenance, de plaisir, de progrès. Donc peut-être que là, le plan de remédiation à vous en tant que manager, c'est de se dire comment je suis capable d'augmenter son sentiment d'appartenance au sein de l'entreprise, de lui faire retrouver du plaisir à faire les choses, et puis comment je peux être capable de lui montrer déjà de 1, qu'en termes de progrès, il a progressé sur certaines choses, et puis peut-être de mettre un plan d'action pour pouvoir le permettre de progresser plus. Donc, c'est des outils faciles à mettre en place. Comme vous comprendrez, on fait toujours l'analogie. Moi, en tout cas, je m'appuie toujours sur mon expérience de sportif de haut niveau, mon passé, mon vécu. Et ensuite, j'aime bien ensuite faire le lien avec le monde du travail classique, parce qu'en réalité, comme je vous disais, il y a énormément d'adhérence. Il y a énormément de thématiques et de valeurs du sport en termes de résilience, de management humain, de leadership, de gestion de l'échec, qui sont vraiment des choses que j'aime transmettre, moi, dans le monde de l'entreprise et qu'on a pris beaucoup de plaisir avec le MSB et G-Réseau à construire des modules qui viennent vraiment répondre aux différentes attentes, aux différents besoins des managers ambitieux des différentes entreprises. Je pense qu'on arrive au bout de l'exercice. C'est passé très très vite et je pense qu'on va pouvoir passer maintenant à la partie questions-réponses. Alors, je crois que Kelly, tu m'as mis des questions les plus pertinentes dans la partie chat. Alors, je vais prendre la première question qui vient de Virginie, qui est: comment gérer une réelle différence de valeur entre objectifs, entre le propriétaire, donc le directeur, et le coach manager? Alors, si je comprends bien ta question, c'est qu'avant tout, déjà, il faut être capable de comprendre et de l'accepter qu'il y a toujours un écart entre un objectif qui est fixé et l'atteinte. Si je vous pose la question autrement, combien de fois dans vos vies, que ce soit personnelles ou professionnelles, on s'est fixé un objectif et on est arrivé pile poil là où on voulait être? Ça arrive pratiquement jamais. Soit on est un petit peu au-dessus, soit on est un petit peu en dessous, soit on arrive avant ce qu'on pensait, soit on arrive un petit peu après, mais rarement on arrive tout pile. Donc déjà, il faut être capable de comprendre déjà ces différences de gap qu'il peut y avoir entre la fixation d'objectifs en termes de valeur et là où on atterrit ensuite. Après, ces écarts qu'il peut y avoir entre le top management, j'ai envie de dire, et ses équipes et un manager, pour moi, la communication, elle est clé. Elle est clé pourquoi? Parce que, in fine, il ne faut pas comprendre parfois, il faut pas confondre la partie, objectif et aussi la partie plutôt ambition. Un objectif est un peu plus précis. Une ambition, c'est un peu plutôt une direction. Donc pour moi, l'objectif, c'est vraiment là où je veux aller et l'ambition ou la valeur qu'on va avoir à la fin, c'est plutôt pour moi une boussole. Donc il y a une différence entre là où je veux arriver et la direction. Et pour moi, la communication et cet alignement-là, il est forcément primordial pour le manager, qui doit forcément être quelque part, même s'il a ses propres besoins en termes d'équipe et ses propres ambitions, il doit quand même avoir un certain alignement. Et pour moi, il faut forcément être capable d'être dans la communication et dans l'alignement si on veut pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc je dirais communication, communication, communication pour pouvoir avoir cette transparence-là et s'assurer que tout le monde tire dans la bonne direction. Je vais prendre une deuxième question. C'est comment faire valoir la charte auprès des nouveaux arrivants qui n'ont pas participé à la création de la charte. Alors, pour moi, déjà, une charte, c'est quelque chose qu'on peut faire en début d'exercice, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui, d'un point de vue religieux, doit être fait qu'une seule fois dans l'année. Pour moi, on peut se détacher. On peut déjà non seulement, quand il y a un nouvel arrivant, ou bien une vague de recrutement au sein de l'entreprise, ça peut être une occasion peut-être de leur présenter déjà la charte,
dans leur parcours de nouveaux arrivants, ils doivent être capables de prendre la charte, de leur poser tout simplement la question: «Est-ce que pour eux, ils sont en alignement avec cette charte-là? Est-ce que justement, ils auraient des choses à rajouter à cette charte-là?» Et je pense que ça peut même être un bon exercice d'intégration, de dire, bah, la charte a été présentée à 2 ou 3 nouveaux arrivants. Ils ont envie de rajouter leur pierre à l'édifice et de rajouter deux trois valeurs ou bien idées ou choses qui leur semblent importantes à cette charte-là. Et ça peut être la façon de dans un moment peut-être convivial ou dans un moment un peu plus, professionnel, ça c'est à vous de voir par rapport aux besoins de l'équipe, ou bien lors d'une réunion, ou bien lors peut-être d'un fun event, ou bien de partager justement voilà cette charte-là, de la faire un petit peu évoluer dans le sens collectif. Mais ça permet vraiment d'avoir cet engagement-là de la personne et de dire, voilà, toi aussi, même si tu es arrivé un petit peu plus tard, bah, néanmoins, tes idées ont été prises en compte par le collectif et donc tu es complètement, clairement intégré. Alors ça, c'était pour la partie. Le PAM, effectivement, l'ajout de motivation est top. Est-ce que ça marche pour un collaborateur aux tâches routinières ou le smart reste efficace dans ce cas-là? Pour moi, le PAM, même si on a des tâches qui peuvent être entre guillemets «routinières» ou répétitifs, ce côté motivant là, il doit être toujours là. Parce qu'il va être motivant, le côté motivationnel du PAM, pour moi, il doit toujours être là parce que justement, qu'on a cette côté routine, rébarbatif, où on fait tout le temps entre guillemets «les mêmes choses» ou les mêmes missions, on peut être vraiment, tenté de lâcher. Et pour moi, si dans les moments durs, ce qui fait la différence entre ceux qui y arrivent, que ce soit dans le sport ou bien dans l'entreprise, c'est quand tu as ce côté motivation-là et tu sais pourquoi tu fais les choses. Donc c'est ça qui te permet justement dans ces périodes de crise, d'échec, de doute, où tu te dis: «Je fais tout le temps la même chose» et j'ai un petit peu une petite baisse, de se dire: «Bah, l'air de rien, ma motivation, elle est là». Et là, souvent, ça va chercher dans le sens fondamental de pourquoi je fais les choses. Je reprends l'exemple de cette femme de ménage qui tous les jours vient nettoyer les locaux. Non seulement elle a des douleurs, elle a des pénibilités au travail et parfois elle peut être tendue, de se dire: «Bah, j'en ai marre de faire toujours la même chose, c'est pénible» et cetera. Mais si jamais elle a ce sens fondamental-là qui est fort, qui vient augmenter sa motivation, elle se dira: «Bah, néanmoins, je le fais pour quelque chose qui est plus grand que moi. Grâce à moi, peut-être qu'il y a 40 consultants ou collaborateurs qui, bah, y arrivent dans des bonnes conditions et sont capables de travailler et de pouvoir atteindre les objectifs de l'entreprise». Donc ce côté motivation-là, justement, pour moi, il est très important parce que c'est celui-là qui permet de ne pas flancher, notamment dans les moments un peu plus compliqués, les moments de doute où on a tendance parfois à lever le pied. Et c'est ça, pour moi, on ne le retrouve pas assez dans le smart. Alors, merci pour ce webinar. J'adore votre vision, votre méthode et votre clarté. Question par curiosité, vous reliez la performance de l'entreprise au plaisir pour les collaborateurs. Voyez-vous cela comme découlant d'une évolution sociétale ou un besoin des entreprises de mieux performer dans un contexte avec moins de croissance ou autre? Pour moi, en réalité, le plaisir a toujours fait partie. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui est dans l'actualité. Heu, En revanche, là où je vous rejoins, c'est que de plus en plus, on voit les nouveaux profils qui rentrent sur le marché du travail. Pour eux, là, cette notion de plaisir, cette notion d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est non négociable. On le voit ça dans différents secteurs d'activité. On voit que les jeunes qui arrivent sur ce marché du travail-là ont vraiment cette, notion de plaisir, qui est viscérale, hein, qui est vraiment attachée dans leur choix de carrière. Donc c'est très important pour moi d'en tenir compte. Donc oui, c'est d'actualité. Oui, les entreprises, les managers ont moi je leur demande, je leur dis vraiment, de tenir compte de cette notion de plaisir-là. Parce que pour moi, elle est vraiment importante si on veut être capable de tirer le meilleur, dans le bon sens du terme, le meilleur de ces équipes. On ne peut pas aller contre ça. Mais pour moi, en réalité, elle a toujours, fait sens. Elle a toujours été là depuis la nuit des temps. Je pense que, l'être humain, il est fait ainsi. Il performe quand il prend du plaisir. Il est motivé quand il prend du plaisir. Pour moi, il y a une règle d'or, pour que tout se passe bien au travail, même j'ai envie de dire dans la vie de tous les jours. Tout se passe bien quand on est non simplement engagé et motivé dans ce qu'on fait, qu'en 2 on a l'impression d'obtenir ce qui est important pour soi et qu'en 3 on est à l'aise avec les comportements, les ressentis qu'on a. Et pour moi, le plaisir est très important et si on ne prend pas de plaisir, au quotidien, on sous-performe et souvent, ça mène, comme je le dis, à la décision, à la démission, pardon. Pour moi, ce sentiment-là, il est très important et il est important de l'avoir toujours très, très haut et pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau. Je dirais plutôt que l'ancienne génération de managers ou de top management avait tendance parfois à pas en tenir compte, à être plutôt sur d'autres idées, peut-être parfois plus autour du grade, ou de la promotion, ou bien se dire: «Ben, néanmoins, on a plus de pouvoir» ou bien néanmoins se dire: «Bah, on a une meilleure rémunération». C'est des critères qui sont aussi très importants, dans le choix d'une carrière, très important aussi pour les collaborateurs. Mais cette notion de plaisir, pour moi, qui est mis au goût du jour en ce moment, a toujours existé et je trouve que c'est une très bonne chose qu'elle fasse vraiment l'actualité en ce moment.
au-delà de toute la critérisations autour des différentes croissances et des sujets sociétaux, qui peuvent être, aujourd'hui, faire polémique ou bien être sur le devant de la scène. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il reste encore 3 ou 4 minutes. Est-ce que je vais, chercher dans le chat? N'hésitez pas vous avez d'autres questions. Comme je vous disais, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, supplémentaires. Alors on va fermer le chat et s'il y en a d'autres, hein, dans 1 minute, je remettrai un dernier petit coup d'œil. Hem Donc, pour vous parler en termes de next step, bien entendu, Kelly, qui est avec moi, vous partagera, dans le chat, les futures dates, les futures sessions que nous avons. N'hésitez pas en fonction des différents modules ou bien même si vous avez des questions, si vous avez besoin qu'on vous présente les différents modules pour savoir quel impact ça peut avoir en fonction de vos besoins, en fonction de vos équipes, en fonction de vos managers et des attentes. On est prêt, nous, voilà, à vous présenter, ces différents modules un peu plus en détail. Comme je vous le disais, je le répète, il n'y a pas la nécessité de choisir le module 1, puis le 2, puis le 3. On peut très bien commencer par le module 3, ensuite passer au module 1 et revenir au 2. En réalité, ces modules-là sont vraiment complémentaires. Donc n'hésitez pas à prendre des dates en priorisant bien entendu qui fait le plus sens pour vous, pour vos équipes, pour votre société, pour votre ambition que vous avez et pour le besoin que vous avez en interne. On sera vraiment très content de, voilà, de pouvoir répondre à ces différentes sollicitations, si jamais vous avez besoin de plus de clarification sur le contenu, bien entendu, de ces modules. Alors je regarde à nouveau, je vois que ça, il y a je crois que ça a bougé dans le chat. Excusez-moi, je suis peut-être pas. Alors, je sais pas si Kelly, tu m'as rajouté des questions. Alors merci pour alors à la fin, du stage, quels sont les retours des participants? Alors pour l'instant, moi, les principaux retours qu'on a eus, des différentes formations ont été très, très bons. Les retours ont été qu'avant tout la formation, ils se sentaient vraiment immergés dans un cadre, bah, qu'ils connaissaient pas. Dans un cadre, je vous disais, nous, on est dans les locaux du MSB, on a des guests qui arrivent, mais on a une partie aussi où on contrôle, les connaissances, de la journée de formation en allant sur le terrain des professionnels, on va sur le parquet. On a un petit peu des ateliers avec de la gamification ou des jeux de questions-réponses avec la balle en main, où on s'assure voilà, que les différents contenus qu'on a délivrés, les différents outils qu'on a partagés ont bien été compris et assimilés par les personnes qui ont été dans la journée de stage. Donc déjà, se retrouver sur un parquet d'une équipe professionnelle, c'est toujours une expérience particulière. Bien entendu, il y a des échanges de goodies et puis les retours, moi, qui me fait le plus plaisir, c'est quand j'entends surtout que cette formation-là, elle ressemble à aucune autre parce que non seulement il y a du concret, non seulement c'est dans un cadre exceptionnel et puis surtout les outils qu'on donne sont des outils, factuels, efficaces, faciles à mettre en place et très puissants et qui répondent vraiment aux besoins des managers de nos jours. Donc moi, c'est les principaux retours que j'ai et c'est ces retours-là, moi, qui me font vraiment, chaud au cœur. Alors comment ils vivent cette expérience-là? Ben, pour l'instant, on a une petite galerie photo, hein, qu'on pourra vous partager, mais voilà, nos personnes qui ont été formées l'ont très bien vécu. Donc, non seulement, il y a vraiment ce bon équilibre tout au long de la journée entre expertise, entre travail, hein, parce que faut c'est un stage qui est aussi, où on demande énormément de choses à nos stagiaires. On demande vraiment d'être prêt à échanger dans un cadre bienveillant, mais voilà, il y a plusieurs, quand même concepts, assez importants à assimiler et qui sont puissants une fois qu'ils sont assimilés et puis beaucoup de sourires, beaucoup de sourires, beaucoup de joie. On passe vraiment un bon moment, dans la convivialité où on demande, avant tout, nous aussi dans notre règle du jeu, dans la charte d'équipe, d'être vraiment bienveillants les uns avec les autres. Donc, globalement, les retours sont très, très bons et l'expérience qui est vécue est très, très enrichissante, non seulement pour les personnes qui sont en stage, mais pour moi-même, leur formateur, parce que c'est toujours avant tout, un échange quand on fait une formation. Donc, j'arrive pour apporter l'expertise, mais en réalité aussi je reçois beaucoup des personnes, que j'accompagne parce qu'on est dans la co-construction, on est dans la collaboration et on est vraiment, toujours dans l'humilité du partage, de notre expérience et de notre expertise. Alors on va regarder, est-ce qu'il y a une dernière question?
Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions qui m'ont été mis dans les favoris. Je n'ai plus qu'à vous remercier. Vous remercier déjà, pour la qualité, de vos questions, la qualité de votre attention. J'espère vous voir très bientôt, pour ces modules, de formation. Je vous disais avec cette analogie et cette passerelle qu'on fait entre le sport et le business. Voilà, beaucoup, beaucoup de plaisir et je vous dis à très, très bientôt, pour pouvoir, vous former et pouvoir partager avec vous et répondre le plus possible aux besoins de vos entreprises. Parce que je sais que vous êtes des managers ambitieux et notre plaisir et notre ambition à nous aussi, c'est de pouvoir vous accompagner dans la réussite et dans le succès de cette performance.